subvention à l'UNICEF Urgence Liban. Et c'est toujours Annie du Conseil qui s'en occupe. Un peu plus court, puisque tu as donné beaucoup d'explications. La terrible explosion du 4 août 2020 a dévasté une partie de la ville de Beyrouth. L'UNICEF a intensifié ses interventions et son assistance aux enfants des familles libanaises. 171 morts, 6 000 blessés, 100 000 enfants déplacés. Dans le cadre de l'enveloppe humanitaire, il est proposé d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'UNICEF, partenaire privilégié de la ville de Lincel, labellisée Ville Amie des enfants. Pour information, l'enveloppe humanitaire qui est votée chaque année au budget est aux environs de 2500 €. Donc, voilà pourquoi nous proposons ce soir 1 000 € à l'UNICEF, qui semble être une petite goutte d'eau dans un grand océan, mais si chaque commune de France pouvait le faire, on irait loin. Si d'autres pouvaient le faire également, on irait loin. Merci. Question ou... Juste un point de précision. Je vous remercie, Monsieur le maire, en tout cas, d'avoir précisé dans votre texte que vous pensiez donc aux Alpes-Maritimes. En effet, je me demandais si le patriotisme avait pas eu une défaillance en ne voyant justement pas cette délibération additionnelle à celle du Liban. D'autres communes l'ont déjà votée. Nous, elle n'y était pas et je m'inquiétais sérieusement. J'allais d'ailleurs vous interpeller à ce sujet-là ce soir. Donc je vous remercie et je prends note que donc pour le prochain Conseil, nous aurons aussi cette délibération sur la même chose, je présume, au vu des dégâts aussi frayeux qu'a pu y avoir les Alpes-Maritimes, la perte de maisons, et enfin tout. Je ne vais pas refaire le dessin puisque je pense que nous avons tous suivi l'actualité. Merci à vous. Comme on l'avait fait en son temps pour une commune du côté de Maubeuge, je crois, il y a quelques années. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Une délibération pour l'ouverture dominicale des commerces de détail pour 2021. Et c'est Tristan qui va nous le lire. Merci, Monsieur le maire. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a largement modifié en l'assouplissant le régime des exceptions au repos dominical des salariés. Parmi ces dispositions, la règle concernant les dérogations sur décision du maire a évolué et énonce que le maire peut désormais autoriser les commerces de détail de la commune à ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an, contre 5 auparavant. La loi précise que la métropole européenne de Lille doit rendre un avis conforme si le nombre de dimanches octroyés dépasse 5. Considérant les difficultés rencontrées cette année par les commerces de détail et les restrictions d'ouverture en découlant, l'AMEL a décidé d'assouplir le cadre des ouvertures dominicales des commerces de détail autorisés par le maire sur son territoire au titre de l'année 2021. Ainsi, les maires ont la possibilité d'octroyer jusqu'à 12 dimanches d'ouverture pour 2021 dans le respect des conditions fixées par la loi. Comme habituellement, un calendrier de 7 dates fixes devra être respecté, les mêmes dates qu'habituellement. Les autres dates pourront être choisies librement par les maires. Cette mesure est uniquement valable pour les dimanches de 2021. Une nouvelle concertation sera organisée l'année prochaine pour discuter du cadre métropolitain applicable jusqu'à la fin du mandat. Le calendrier des 7 dates fixes reste donc le même. Les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes, et les 4 dimanches précédant Noël. Les 5 dates complémentaires seront du 1er mai et 8 mai, la fête des pères, la fête des mères et Noël. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'ouvertures autorisées des commerces lincélois au titre des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée à 12 dimanches pour l'année 2021. À savoir le 10 janvier, le 2 mai, le 9 mai, le 30 mai, le 20 juin, le 27 juin, le 29 août, le 29 novembre, le 5 décembre, le 12 décembre, le 19 décembre et le 26 décembre. Il est également proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à saisir la MEL conformément aux dispositions légales. Pour précision, 7 dimanches, comme disait Tristan, 7 dimanches étaient déjà verrouillés. La MEL nous autorise d'ajouter 5 dimanches.
Des commerçants, une majorité des commerçants ont été contactés pour pouvoir choisir leur date. On avait choisi les dates rapidement, on leur a proposé. Ils nous en ont fait changer une ou deux pour être calés à peu près à leurs activités, sachant que ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, une possibilité d'ouvrir à ces dates-là. Mais les commerçants ne sont pas tenus d'ouvrir à ces dates-là. Ils n'ont de toute façon que ces dates-là dans lesquelles ils pourront ouvrir le dimanche. Une remarque, une question? Oui. Une toute petite remarque. En tout cas, je félicite le Conseil d'avoir enfin changé sa position, puisque les années précédentes, la motion était exactement la même. Nous pouvions donc ouvrir 12 dimanches, et nous en avons toujours voté 8 et non les 12. Je m'étais déjà à l'époque interrogé sur le pourquoi on n'ouvrait que 8 et non pas les 12, puisqu'on nous autorisait les 12. Donc je félicite le Conseil d'avoir changé sa position. Merci beaucoup. D'autres remarques, d'autres questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour, forcément? Il faut bien que je fasse une fois de temps en temps. Merci. Ensuite, création d'un emploi non permanent pour mener à bien la pérennisation et la filialisation du service de police municipale. Et c'est en remplacement de Régis Persine que je prends la parole. En application de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-2, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien la pérennisation et la filialisation du service de police municipale, il est proposé au Conseil municipal la création à compter du 1/12/2020 d'un emploi non permanent pour assurer les fonctions de conseiller sécurité contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A sur la base du 5e échelon du grade attaché, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 17h30 et pourra être amené à effectuer des heures complémentaires pour nécessité de service. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an allant du 1/12/2020 au 30/11/2021 inclus. Ces missions seraient notamment les suivantes: faire une expertise des problèmes de sécurité sur la ville, proposer des solutions, faire les liaisons avec la police nationale, travailler avec les élus dans le cadre de la prévention. Le contrat peut être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Le contrat prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il était conclu, soit si le projet, l'opération pour lequel il était conclu ne peut pas se réaliser. L'agent devra justifier une expérience dans le domaine de la sécurité, de la connaissance des réseaux et de la réglementation, que ce soit en matière de police nationale ou municipale. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut 567, indice majoré 480 du grade attaché. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure de recrutement prévue par les décrets numéro 2019-14 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Y a-t-il questions ou remarques? Je présume qu'on renouvelle le poste de M. Bousmar. C'est pas comme ça, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, puisque l'accès est possible à tout agent qui est inscrit au centre de gestion. Très bien, nous officialisons là un poste récurrent qui, me semble-t-il, devait se finir en mars de cette année. Concernant cette fiche de poste, une des missions m'interpelle, c'est celle de la liaison avec la police nationale. Je souhaiterais attirer votre attention sur un point précis, à savoir les kilomètres réalisés et frayés par note de frais pour la mission de liaison. Si la liaison est primordiale, elle peut se faire aussi par téléphone et ne se résume pas à faire des kilomètres pour la réaliser. Exemple, Lincel-Tourcoing, Lincel-Ronc, Lincel-Comines, etc., à raison de 5 fois par semaine, à raison de 4 semaines par mois, et ainsi de suite. En fin de mois, on arrive vite à une conso kilométrique et à un CE2 inutile. J'en avais déjà alerté votre prédécesseur en plénière il y a de cela quelques années. Nous pensons que ce poste a toute sa sensibilité, tant
que la montée en charge de nos agents de police municipaux ne soit pas effective. Cependant, dans un avenir, cet emploi aura moins de sens lorsque le bureau de police municipal vivra au rythme de ses agents. De plus, nous avons déjà un support en un élu en charge de la question de défense en la présence de M. Persine. Et que s'il vous faut un concours supplémentaire, vous pouvez compter sur mon accréditation d'APJA. Cette année, nous voterons pour cette reconduction. Merci beaucoup. Et j'ai noté votre intérêt pour ce poste. Est-ce qu'on peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Délégation du conseil municipal au maire, en vertu des articles L21-22, 22 et L21-22-23 du Code général des collectivités. C'est un rappel de ce qui a été fait au mois de juin. La préfecture nous a retoqué sur quelques articles qu'on est obligé de revoter ce soir. C'est dans les virgules ou dans l'emplacement des mots. On est tombé sur normal et juriste de première qualité. Et c'est Pascal qui s'y colle. Merci. Alors, par délibération du 25 mai 2020, le Conseil municipal a donné délégation au maire conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Par courrier du 19 juin 2020, la préfecture a demandé que certains articles soient précisés. Aussi, il est proposé au Conseil municipal, en prenant en compte cette remarque, de déléguer au maire pour toute la durée du mandat les attributions suivantes. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Je vais éviter de dire troisièmement. De procéder, dans la limite d'1 million d'euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au A de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délibération et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés ni de conditions ni de charges, de décider d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion à l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues par l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € par les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. De donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public financier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code. Dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'1 million d'euros, d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même Code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Ça me concerne beaucoup. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. De procéder au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu par le 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette question. Merci Pascal. Un vrai exercice qu'on est obligé de faire, c'est très officiel celui-là, comme les autres, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout. La prochaine, j'espère qu'on ne sera pas retoqué à la préfecture, sinon... Justement, vous avez le courrier à nous présenter ce soir de la préfecture? Qu'on le lise. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci pour l'unanimité. Merci Pascal. Jean-François avait celui qui a failli passer. J'avais les faits à main. Je vais on va passer au règlement intérieur et je voudrais vous lire une page qui pourra être mise en deuxième page du règlement intérieur. Sur le précédent, il y avait une deuxième page qui vous expliquait un peu le détail. Ce texte sera mis annexé en deuxième page du règlement intérieur. La loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal. Il peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur les mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. Le conseil municipal a néanmoins l'obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché prévus à l'article L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales CGCT, ainsi que les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions orales. La loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique apporte des modifications à certaines dispositions issues de la loi NOTRe du 7 août 2015. Elle vise notamment à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et à simplifier les modalités de fonctionnement des organes délibérants. C'est ainsi que je vous invite à vous exprimer sur le projet de règlement soumis à votre approbation concernant l'organisation des réunions du conseil municipal, la création et le fonctionnement des commissions et comités consultatifs, la tenue des séances du conseil, les débats et votes des délibérations, les comptes rendus des débats et délibérations, le fonctionnement des groupes et l'accès à la communication. La délibération est celle-ci, en application de l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Un projet de règlement s'y annexé est soumis pour avis. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ces questions. Juste pour information, tous les articles que précédemment vous trouviez sur le règlement intérieur, les mandatures précédentes, on avait tous les articles qui étaient chaque fois reportés sur le règlement intérieur. Comme ils sont toujours légèrement modifiés, vous retrouvez tous ces articles du CGCT sur Légifrance. Donc tous ces articles sont disponibles et à jour. Donc quand on parle de l'article L2121-22 ou L2143-3 du CGCT, on fait référence à ces documents qu'on peut trouver à jour sur Internet pour éviter de devoir les recopier systématiquement, où ça nous fait un règlement intérieur à 40 pages. Donc il a été un peu modifié des précédents et remis à jour, puisque les derniers étaient datés de 1991, les articles datés de 1991. Donc on s'était dit, on y a passé quelques heures à se remettre au propre l'ensemble des documents. Il y avait une remarque, si vous l'avez tous lu, forcément vous l'avez vu, j'en ai d'autres. On est passé de l'article 30 à l'article 35, ça a dérapé. En fait, entre le 30 et le 35, sur d'autres règlements intérieurs, il y a des parties qui ne concernent pas notre commune parce que c'est des plus de 100 000 habitants ou des moins de 1000 habitants, donc ce qui fait qu'il y a eu un décalage et puis c'est une faute de frappe, c'est tout. C'est tout. On le dira plus comme ça. Donc on a eu quelques demandes d'amendement. Monsieur Leleu avait fait une demande pour l'article 2. On va pas, comme le proposait Isabelle, on ne va pas lire le règlement intérieur au complet. Vous aurez tout le temps ce soir de le lire si vous ne l'avez pas déjà fait.
Pour l'article 2, vous avez proposé, les convocations sont adressées par voie dématérialisée aux élus. Elles peuvent être également adressées sur papier pour ceux qui en font la demande. Il n'y a pas de souci. La convention peut très bien être adressée en papier à la demande. C'est le texte de loi et je vous propose un avis favorable sur cette ligne-là. En fait, on l'avait retiré parce qu'on a d'autres élus au développement durable qui fait la guerre au papier. Donc on avait dit, bon, c'était l'occasion de le retirer, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'outil nécessaire ou disponible ou la possibilité d'imprimer une série de documents. Donc vous l'aurez à disposition. Oui, une panne simple d'Internet, tout simplement. Hein, c'est se donner la possibilité de vous le signaler et de venir chercher le document en mairie. Okay. Pour l'article 3, vous avez proposé, le maire fixe l'ordre du jour. Tous les élus bénéficient d'un droit de proposition de mise à l'ordre du jour de tout point d'intérêt général qui doivent adresser au maire au moins 10 jours avant la date du conseil municipal. Modification de ce règlement intérieur en cours de mandat incluse. À chaque début de séance, le maire demande aux élus s'il y a des remarques quant à l'ordre du jour. Il justifie sur demande ses éventuels refus de mise à l'ordre du jour d'un point ainsi proposé par un élu. En début de séance, le maire peut retirer les points d'ordre du jour en cas de nécessité, mais il ne peut en ajouter qu'avec l'accord unanime des élus présents. Ma réponse, qui n'est pas positive pour vous, le maire fixe l'ordre du jour. Les élus ont le droit de proposer, donc c'est l'ordre. Les élus ont le droit de poser des questions. L'ordre du jour est de la responsabilité exclusive du maire, il ne peut en être autrement. Il n'a pas à se justifier. Ayant la conduite de la réunion, le maire peut retirer tout point de l'ordre du jour avec approbation du conseil, évidemment. Le maire ne peut ajouter un point à l'ordre du jour, car ce serait contre l'information préalable des élus et tout citoyen pourrait déférer la délibération devant le tribunal administratif avec toutes les chances de succès. De plus, la préfecture ne devrait pas l'accepter. Donc pour l'article 3. L'article 8, vous aviez demandé, les commissions municipales se réuniront au moins une fois par semestre dans les mêmes conditions de convocation que le conseil municipal, dont le délai minimum des jours francs correspondant. Un compte-rendu de chaque séance des commissions sera rédigé et communiqué à l'ensemble des élus du conseil dans le même délai préalable que le conseil municipal, soit 5 jours, avant la réunion de commission ou de conseil municipal. Article 8, donc ma réponse. Article fonctionnement des commissions. Le propre des commissions est de travailler sur tous les sujets de leurs compétences. Il est rappelé que toute affaire soumise au conseil municipal doit préalablement être étudiée par une commission. Le formalisme de convocation du conseil ne paraît pas adapté aux commissions qui doivent garder une souplesse de fonctionnement vis-à-vis des sujets d'actualité qui peuvent se poser. Et dans les règlements, je pense on parle des calendriers. Vous savez, Julie qui avait posé la question, on parle des calendriers de commission, on vous en parle tout à la suite. Par contre, on vous envoie l'ordre du jour, parce que l'ordre du jour est toujours difficile à faire. Vous aurez la date de la commission, mais l'ordre du jour, quelques jours avant, au maximum ou minimum, comme le conseil municipal. Madame Denuc, qui avait également posé des questions, serait-il possible de recevoir, en plus de la convocation et de la note de synthèse, une liste des documents annexes nécessaires ou cités dans les délibérations, afin que si nous souhaitions les consulter, en respectant les dispositions précisées dans l'article 4, et que cette demande en soit ainsi facilitée. Serait-il possible de doubler les délais d'envoi de la convocation pour les conseils municipaux, nécessitant l'étude préalable de documents volumineux, tels que les budgets, les comptes administratifs, le PLU, et ainsi proposer 10 jours francs? Pour l'article 2, la liste de documents annexe, je propose de l'accepter, c'est pas un souci. Donc on ajoutera une note de synthèse dans le texte avec la convocation, ainsi qu'une liste des documents annexes à disposition des élus. Doubler les délais d'envoi de la convocation. Valérie, c'est bon? Doubler. Il est difficile matériellement de l'accepter concernant l'organisation, mais la demande peut être comprise. Les services seront mis à contribution pour inviter plus rapidement les élus. Néanmoins, je vous rappelle que les commissions sont des lieux de travail où les dossiers sont déjà discutés. Donc on va tenter d'augmenter le délai contractuel est 5 jours. La loi est 5 jours. Si on arrive à augmenter ce délai, pour tous, ça peut être intéressant.
Serait-il possible, on en vient, serait-il possible de préciser la périodicité des séances de commission et peut-être ainsi proposer un calendrier prévisionnel des réunions de commission, annuelles ou semestrielles, comme pour les réunions du conseil municipal? Comme déjà précisé dans la précédente réponse, il est important de garder la souplesse de fonctionnement de ces commissions. J'ai bien sûr entendu la demande et je proposerai au président de commission de proposer un calendrier qui pourra bien entendu être bouleversé suivant les circonstances. Donc dans le calendrier que vous recevez régulièrement, on essaiera d'aller plus loin, puisque là c'est souvent le mois ou les 2 mois qui suivent, mais après les présidents de commission, on leur demandera qui vous propose de donner un calendrier ou pour le trimestre ou pour le semestre. Dans les questions diverses que vous aviez posées, serait-il possible de préciser les dispositions relatives à la formation des élus, proposer par exemple en début d'année des orientations retenues pour celle-ci? Je ne vous lis pas l'article 33 que vous proposez, il y en a... La loi du 27 décembre 2019 est venue apporter d'importantes modifications de le statut de l'élu traduites par les articles 2123-12 et 2123-12.1 dont vous parliez juste avant. Il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans le règlement intérieur du conseil municipal, la loi s'imposant. Donc on fait toujours référence à l'article à jour sur Légifrance. Par contre, les événements de l'année n'ont pas permis de répondre à ce nouveau texte de loi. Je vous propose que nous travaillions sur ce sujet et que nous revenions au Conseil pour délibérer sur l'exercice du droit à la formation des membres du Conseil municipal, comme il nous revient de décider. Vous aviez ajouté, dans le cadre de la constitution des groupes d'élus, serait-il possible d'ajouter un article sur la constitution des groupes d'élus? Donc c'était constitution de groupe d'élus, je vous réponds. Pour les communes de notre taille, aucun texte ne précise la constitution de groupe. Seuls sont reconnus les droits des élus. Mise à disposition de locaux, article 28, et expression des minorités, article 29. Il est clair que tout élu n'appartenant pas au groupe majoritaire bénéficie de ces droits. Le maire informe de l'actualité des élus en conseil sans que cela ne nécessite une inscription en règlement intérieur. La loi, rien que la loi. Et vous aviez fait la remarque qu'on était passé de l'article 30 à l'article 35. Je vous ai une explication. C'est le clavier qui est lissé. Enfin, j'avais tenté une autre explication, mais bon. Le clavier qui est lissé était plus simple. Y a-t-il des remarques particulières? Sachant que je pense que vous l'avez vu dans le règlement intérieur, il peut être modifié dans le courant du mandat, si le besoin s'en faisait sentir, et si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, on reviendra sur le sujet. Est-ce qu'on peut voter sur... Oui. Il y a des questions complémentaires. Donc, si j'ai bien résumé la situation, concernant l'article 3, sur la demande de pouvoir nous-mêmes faire des propositions de délibération, la réponse est non. Pourtant, le courrier des maires nous autorise justement à faire ce type de proposition. Concernant l'article 8, la question était surtout sur le compte-rendu de chaque séance de commission, afin de les obtenir en temps et en heure à l'issue de la commission, enfin pas à l'instant T de la fin de commission bien sûr, mais d'avoir le compte-rendu en temps et en heure pour pouvoir d'abord travailler dessus et ensuite ceux qui ne font pas partie de cette commission puissent aussi eux prendre connaissance de ces documents et éventuellement s'interroger et se rapprocher de leurs collègues. Alors pour tout ce qui est... Alors vous avez dû voir dans le règlement, c'est toujours un peu difficile à déchiffrer, que tous les membres du conseil municipal seront systématiquement invités aux commissions, même s'ils n'en font pas partie.
parce que vous êtes autorisé à participer en tant qu'auditeur à une commission qui n'est pas la vôtre, après avoir fait la demande auprès du président de commission. Et puis les comptes rendus seront systématiquement, donc, dans ce cas-là, et la loi nous l'oblige, autorise et oblige, tous les rapports de commission, tous les comptes rendus de commission sont systématiquement mis à disposition de tous les élus du conseil municipal. Alors pour l'instant, on est en train de les regrouper pour pouvoir vous les envoyer au fur et à mesure. Vous les aurez dès qu'on aura réussi à recaler tout ça. Mais sachez que pour éviter d'encombrer les boîtes mail, parce que votre boîte mail est limitée à 2 gigas, comme pour tout le monde, on se propose de mettre tous les documents qui sont communs à l'ensemble des conseillers municipaux adjoints sur notre site extranet, et vous irez les consulter ou pas. Ça, c'est de votre bonne volonté, d'aller les consulter sur le site extranet. Donc tous ces documents lourds, tous les comptes rendus de commission, comme, et ça je vous le dis ce soir en étant conseiller métropolitain, tous les documents que je reçois de la communauté urbaine doivent être mis à disposition, enfin tous les documents. Les délibérations du conseil métropolitain, les invitations au conseil métropolitain doivent être mis également à disposition de tous les conseillers municipaux de la commune, pour lesquels est inscrit le maire ou son représentant au conseil métropolitain. C'est une obligation, je pense, depuis le nouveau mandat. Donc vous aurez en plus de nos documents, la tonne de documents de la communauté urbaine, et sachez qu'ils sont prolifiques de ce côté-là. Alors concernant donc le règlement intérieur, en guise de dessert avant le couvre-feu, vous nous soumettez un règlement intérieur sans avoir eu la délicatesse de nous le présenter, d'en discuter, de dialoguer et de le construire avec la minorité. C'est-à-dire qu'en effet, nous n'avons eu aucune commission pour préparer et travailler sur ce règlement. Nous avons présenté une liste d'amendements que nous savons utiles pour faire vivre encore une fois cette démocratie et donc parallèlement notre fonction d'élu de la commune et donc de la République française. Une nouvelle fois, nous vous demandons de suspendre ce vote et de prendre le temps de la réflexion, de l'écoute et de faire voter en décembre ce règlement, on sera encore dans les clous, afin de prendre en charge tout au moins la possibilité des amendements pour lesquels vous les avez refusés. Le règlement intérieur doit être voté dans les 6 mois après l'installation du conseil municipal. Donc ça veut dire jusque fin octobre ou fin novembre. Donc au mois de décembre, on est en dehors des clous, mais comme je vous disais, on aura certainement, après discussion, une possibilité de modifier des articles par la suite en ayant aussi possibilité de les discuter assez vite. En l'état, je refuse de voter le règlement et je vais me reporter aux autorités compétentes. Je propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui s'abstient, donc qui est pour. Merci. Les 3 refus de vote. C'est ainsi que se termine le conseil municipal. Hors questions posées, je vous propose les questions. Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Pourrions-nous avoir un point à date donc de ce mois du déploiement de la couverture fibre sur notre commune et des accès de choix des opérateurs? Actuellement, il y a pas mal de problèmes, enfin on nous remonte pas mal de problèmes de dysfonctionnement et autres, de non mise en place et ainsi de suite.
Alors, il y a une partie des informations que je vais vous donner là que vous pouvez trouver sur le site de covage.com ou .fr, je ne sais plus lequel, .com. Par contre, on s'est renseigné auprès de Covage directement. L'état d'avancement des déploiements de la fibre optique jusqu'à l'abonné sur le territoire de la commune est de 89% éligibles, contre seulement 19% fin d'année 2019. Actuellement, 3459 foyers sont éligibles, je dis bien éligibles, donc, sur 3891, donc on est presque au bout. L'opérateur Covage continue à tout mettre en œuvre pour poursuivre cette dynamique avec une terminaison prévisible pour la fin de l'année 2020. À toute fin utile, les administrés peuvent tester leur éligibilité sur covage.com. Assez simple d'utilisation, on vous a mis l'exemple sur le site de la commune. Sur ce site Covage, je vous donne, puisque j'ai fait la recherche, les fournisseurs d'accès est assez important. Alors je ne vous dis pas, j'ai jamais eu l'occasion de les contacter, moi j'en ai un que j'ai choisi et puis ça fonctionne. Il y avait Canet, Bouygues, Ozone, Vidéo Future, SFR, Coriolis, Free, Orange, Red, Soch et Nornet. Je sais que certains sont accordés chez Soch, chez Nornet, et ça fonctionne. Peut-être, mais bon, ça se passe assez facilement. Je sais qu'il y a des fournisseurs d'accès qui sont un peu réticents à agir très vite. Par contre, certains, il y en a d'autres qui se jettent sur le client. Avez-vous un calendrier des projets immobiliers sur l'Incel à nous communiquer pour la période des travaux par projet? Par exemple, les glycines, peau douce, de la outre, pardon. Je m'aperçois que j'ai fait une coquille. Et éventuellement sur la date du lancement des travaux de rénovation du lotissement de la Vignette. En effet, des travaux de réfection devaient se commencer en mars 2020 et s'étendre jusqu'à fin 2021. Bon, je peux comprendre qu'il y a la période Covid, et donc, est-ce que vous avez des nouvelles? Alors, concernant les projets immobiliers de la ville, je vais proposer à la commission urbanisme qu'elle se saisisse de la demande et fasse un rapport au conseil municipal, mais il faut qu'on interroge toutes les sociétés immobilières, parce qu'actuellement, on n'a que l'information que le permis de construire a été déposé, ou celles qui sont en construction. Vous voyez les grues où elles sont installées. Par contre, on n'a pas de vue sur quand ça va commencer l'année prochaine. Il y aura forcément des travaux qui vont démarrer. On sait qu'il y a des permis de construire qui sont déposés, mais on n'a pas de vue exacte sur ces travaux. Donc je demandais à la commission d'urbanisme de pouvoir en faire un tableau récapitulatif, mais il y a un travail important à faire de renseignement à faire auprès des promoteurs immobiliers pour s'assurer du démarrage des travaux. Par contre, pour information, le site, vous avez dû le voir, ça demande à la presse, le site Peau Douce a été vendu par la MEL, le site d'usine, à Bouygues Immobilier. Donc pareil, ils sont en train de préparer leur plan, leur permis de construire. On attend ça. Et en ce qui concerne la rénovation de la cité Sainte-Marie, j'avais une information. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient démarrer en décembre. On a surtout dit non, parce qu'on les connaît bien. Ils vont faire un trou et puis on va se retrouver dans une période où tout va s'arrêter. Il y aura des barrières partout, des trous partout, et rien ne va continuer. Donc on a proposé une réunion publique pour la cité Sainte-Marie. Une réunion publique au mois de janvier, début des travaux en février, mars, pour l'assainissement, puis l'enfouissement des réseaux et surfaçage dès la période estivale. On a une fin prévisionnelle d'octobre 2021. Et j'ai vu passer la délibération au conseil métropolitain, c'est dans les tuyaux. Il y a une troisième question. Oui, une quatrième, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous venons ici de débattre de notre second conseil post-investiture. Pour ce second conseil, je vous avais adressé 2 mails. L'un vous invitant à mettre à l'ordre du jour de ce conseil une délibération sur la création d'une réserve citoyenne.
le délai de prévenance s'étant déjà établi lors du conseil précédent, puisque je l'avais cité, et un second mail relatif à la construction du cours de tennis et du dojo que votre prédécesseur, au vu des coûts différents et de cet ensemble différent, avait reconnu qu'il ferait l'objet d'une nouvelle infoconsulte. Ni l'une ni l'autre de ces points n'ont été mis à l'ordre du jour. Alors certes, le budget du dojo au tennis nous a bien été présenté en commission sur ma demande, mais il nous paraît important que pour le profane lincélois, une totale transparence soit établie sur les coûts subventions et sur le reste à payer communal. Et concernant la proposition de délibération, elle s'inscrivait vraiment dans une volonté d'avoir sous votre direction et votre initiative une réserve de citoyens bénévoles pour vous aider le cas échéant et surtout essentiellement lorsque le besoin s'en faisait ressentir. La période dite Covid en aurait fait partie. Et je vous avais d'ailleurs transmis un modèle de délibération que j'avais purement pompé sur Marc en Barœul. Alors, concernant la construction de tennis et dojo, l'ensemble des informations concernant ce dossier vous a été concerté puisque vous venez d'en parler. De la même façon, la population sera informée par nos moyens de communication, le débat de leur conseil municipal ayant lieu. Mais comme j'avais fait des recherches et que ça serait dommage de ne pas en profiter, le bilan financier avec un groupe global maximal de 2,4 millions, avec un retour TVA et subventions d'environ 800 000 euros. Donc un reste à charge pour la commune d'1,6 million. Concernant la réserve citoyenne dont vous m'aviez fait la demande, une réponse à vous faire. Concernant la réserve citoyenne dont vous parlez, ce sujet important, effectivement, se doit d'avoir un temps de réflexion. Comment ne pas discuter avec nos associations lincéloises sur ce sujet, car qui connaît le mieux le devoir de citoyen que nos bénévoles. Donc ce dossier fera l'objet de consultations et d'avis de nos concitoyens dans les mois qui viennent. Et comme vous l'aviez précisé, cette période de Covid a mis en place pas mal de bénévoles un petit peu partout. C'est peut-être l'occasion de regrouper tout ça et d'aller voir toutes les assos pour en parler. Et je pense qu'elles seront prêtes à nous aider à monter ce projet. Merci. Plus d'autres questions non, plus d'autres interventions. On a tenu 8h30. Vos époux et épouses respectifs vous attendent pour 21h, le temps de faire la route. Merci de votre participation. Bonne soirée.